Présentation commande radar infrarouge, soit en détection pour alarme, soit en détection alarme et allumage lumière garage triple temporisateur. Diaporama réalisé avec PowerPoint Microsoft Office 2021 avec une licence et filmé par le logiciel OPS. Par convention avec les circuits logiques CMOS dans le cadre d'une alimentation de 5 volts sur ces circuits, est sorti pour reprendre deux états, le niveau 1 qui sera égal à 5 volts, le niveau 0 qui sera égal à 0 volts. Ce montage est la suite du triple temporisateur. Je peux piloter le triple temporisateur avec une présence de 5 volts durant 3 minutes. Il y a dans ce triple temporisateur la possibilité d'exciter le relais de commande lumière depuis deux diodes séparés, porte ou à diode, commandant la même résistance de tirage bas pull-down qui pilote l'interface de logique relais lumière. Ce montage comporte 3 bascules RS, une pour la commande du compteur CD4860, une pour figer l'information de la LDR une seule fois afin d'éviter une perturbation lumineuse, et une pour commander une seule fois la bascule monostable du relais alarme. J'ai utilisé un circuit trigger pour détecter la résistance LDR sans passer par un ampli-op. En sortie du triple temporisateur, le montage radar est branché sur 3 fils. VCC 12 volts vers le montage radar, VSS 0 volts vers le montage radar, commande 5 volts venant du montage radar. Dans le montage radar, cette tension de 12 volts sera exploitée pour l'alimentation du relais alarme, l'alimentation du radar et l'allumage de diodes LED. La tension de 5 volts sera gardée pour la logique CMOS. Les différentes portes CMOS offrent une résistance d'entrée de 10 puissance 9 ohms. Cette valeur très importante ne perturbe pas les calculs des circuits RC utilisés. Le délai de propagation d'une porte CMOS du signal d'entrée vers le signal de sortie est de 200 nanosecondes à 1 microseconde suivant les familles CMOS. Les différents calculs sont réalisés sans tenir compte des tolérances de 5% des résistances et des capacités. Les résultats peuvent être légèrement faussés, engendrés par des tolérances. Différence entre théorie et pratique. Avant de commencer la description du montage, je rappelle la différence entre les portes trigger et les portes non trigger CMOS, avec les tensions de seuil de basculement pour un VCC, tension d'alimentation de 5 volts. Différence entre porte CMOS trigger et porte CMOS non trigger. Trigger veut dire déclenchement en anglais. Porte d'entrée non trigger. Pour une porte CMOS non trigger de Schmitt, donc une entrée logique classique, les seuils de basculement ne sont pas fixes comme dans une trigger de Schmitt, mais on utilise des valeurs typiques en pourcentage de la tension d'alimentation VCC. Dans notre cas, VCC égale 5 volts. Seuil typique. Pour une porte CMOS standard, seuil bas, VIL, 30% de VCC. Seuil haut, VIH, à peu près égal à 70% de VCC. Cela signifie en dessous de 0,3 multiplié par VCC, niveau logique 0 garanti. Au-dessus de 0,7 multiplié par VCC, niveau logique 1 garanti. Entre les deux, zone indéterminée. Point de basculement réel. Le point de commutation réel où la sortie change d'état est souvent proche de 50% de VCC, valeur typique. Que le signal monte ou descende, la commutation se fait au même point. Donc VT seuil montant à 2,5 volts à peu près égal à VT moins seuil descendant à 2,5 volts. Largeur d'hystérisée, 0% de VCC. Mais il peut varier sur la technologie CMOS, TTL compatible, etc. Il dépend de la fabrication température-charge. Résumé, tension de seuil bas, VIL à peu près égale à 0,3 VCC. Tension de seuil haut, VIH, à peu près égale à 0,7 de VCC. Basculement réel à peu près égal à 0,5 de VCC. J'ai repris les différentes données. Nous avons donc de VCC 5 volts à VCC 3 volts 5 qui correspond à 0,7 de VCC. Un niveau logique 1 garanti. En dessous de 0,3 VCC, donc qui correspond à 1,5 V, jusqu'à VSS qui est égal à 0 V, nous avons un niveau logique 0 garanti. De là, j'ai tracé un signal carré sur une entrée. Donc nous avons un front montant. Au départ, nous sommes à VSS égale 0 V et le ciel monte vers VCC égale 5 volts. Le front montant. À 2,5 volts, la porte bascule.
la sortie bascule en fonction de ce qui est demandé et elle considère que c'est une entrée à logique haute. Arrivé là-haut, VCC égale 5 volts, le signal redescend, front descendant, et à 2,5 volts, la sortie considère que l'entrée est à la logique basse. Ceci étant, entre les deux zones, c'est une zone indéterminée. Si mon signal était de cette nature, nous serions toujours au zéro logique. Il faut que la barre des 2,5 volts soit franchie. Porte d'entrée trigger. Pour une porte CMOS avec trigger de Schmitt, il y a deux seuils de basculement distincts, hystérésie, contrairement à une porte CMOS classique. Seuil typique en pourcentage de VCC, dans notre cas VCC égale 5 volts. Seuil montant VT+, à peu près égal à 60% de VCC. Seuil descendant VT-, à peu près égal à 40% de VCC. Interprétation. Quand l'entrée monte, la sortie bascule vers 1 à partir de 0,6 de VCC. Quand l'entrée descend, la sortie rebascule vers 0 à partir de 0,4 de VCC. L'hystérésie. Largeur d'hystérésie est à peu près égale à 20% de VCC. Cela évite les oscillations si le signal est bruité ou lent. Exemple, si VCC égale 5 volts, seuil haut à peu près égal à 3 volts, seuil bas à peu près égal à 2 volts. VT+ est à peu près égal à 0,60 de VCC, front montant. VT- est à peu près égal à 0,40 de VCC, front descendant. C'est cette différence entre montée et descente qui rend le trigger de Schmitt très robuste au bruit. Donc j'ai repris le même schéma. Nous avons en dessous de 0,4 multiplié par VCC un niveau logique 0 garanti. Nous avons au-dessus de 0,6 de VCC un niveau logique 1 garanti. J'ai repris le même signal. Pour que la sortie considère que l'entrée est au niveau logique haut, il faut que le signal monte jusqu'à 3 volts. Et pour que la sortie considère que le signal d'entrée est à 0, il faut que le signal revienne à 2 volts. Donc il n'y a pas du tout de zone indéterminée. Ça s'appelle une largeur d'hystérésie, qui est de 20% de VCC. Pour les calculs, j'ai utilisé la formule de charge et décharge du livre Application CMOS de Patrice Wallrich, sauf le cas où le condensateur et la résistance sont en parallèle et branchés tous les deux à la masse, où j'utilise notre formule. Alors dans le livre de Patrice Wallrich, j'ai récupéré un petit paragraphe qui était intéressant, qui présente la figure 1.5, formule de charge et de décharge exponentielle. Avant d'entreprendre l'analyse des montages, dont la plupart mettent en œuvre des circuits RC, résistance-capacité, il est nécessaire de définir les équations liant le temps RC lors de la charge ou décharge d'un condensateur d'un élément résistif. Vous reporterez à la figure 1.5 pour compléter l'analyse. Considérons la charge de C à travers R. À T0, il possède une charge initiale, soit VCO correspondant. Le temps passe et C se charge. À T1, la tension correspondant à sa charge vaut VC1, soit un accroissement de delta VC1. Si le temps est infini, la tension limite aux bornes de C serait VCC, soit un accroissement de delta VCE depuis T0. Comme la charge est exponentielle, la courbe de charge est de la forme 1 moins l'exponentielle népérienne E moins T, donc puissance moins T divisé par RC. Par raisonnement mathématique, on transpose l'équation pour obtenir une relation définissant le temps, comme indiqué sur la figure. Cette équation finale est à retenir. L'auteur explique les différentes lignes et je vais les décortiquer pour qu'on puisse retrouver chaque ligne dans les formules. Donc je reviens sur l'équation pour détailler les phases de sa transformation. VC1 égale charge du condensateur à l'instant donné. VC0 charge initiale du condensateur.
et VAS, V asymptote, charge maximale du condensateur. VAS qui sera égal à VCC. On part de la première équation. On a bien delta VC1 qui est égal à delta VC2 multiplié par 1 moins donc l'exponentielle népérienne à la puissance moins t sur RC. Avec delta VC1 est égal à VC1 moins VC0. Delta VC1 est égal à VC1 moins VC0. C'est égal à VC2 VAS moins VC0 qui est multiplié par 1 moins l'exponentielle népérienne E puissance moins t sur RC. Et on retrouve cette équation ici. On commence par exprimer VC1 tout seul. Donc VC1 va rester de ce côté gauche de l'égalité et VC0 va passer côté droit de l'égalité. VC1 est égal à VCO plus VAS moins VCO multiplié par 1 moins exponentielle népérienne E puissance moins t sur RC. On soustrait VAS des deux côtés. Donc, d'un côté de l'égalité, on se retrouve avec VC1 moins VAS. Et de l'autre côté de l'égalité, on se retrouve avec VCO plus VAS moins VCO, multiplié par 1 moins exponentielle népérienne E, puissance moins t sur RC, moins VAS. J'ai mentionné les deux moins VAS en orange. On enlève le signe moins devant E, l'exponentielle népérienne, dans l'équation. VC1 moins VAS est égal à VCO plus VAS moins VCO multiplié par 1 plus moins 1 multiplié par l'exponentielle népérienne E moins t sur RC moins VAS. On développe pour multiplier VAS moins VCO deux fois, une fois par 1 et une fois par moins 1. VC1 moins VAS est égal à VCO plus VAS moins VCO, c'est-à-dire VAS moins VCO multiplié par 1, moins VAS moins VCO, c'est-à-dire VAS moins VCO, multiplié par moins 1, multiplié par exponentielle népérienne, puissance, moins t divisé par RC, moins VAS. VCO plus VAS moins VCO est égal à VS. VCO plus VAS moins VCO, VCO moins VCO ça fait rien, et VAS il reste le VAS. On place cette valeur dans l'équation en lieu et place de VCO plus VAS moins VCO. Donc équation 7, VC1 moins VAS est égal à VAS moins VAS moins VCO multiplié par l'exponentielle népérienne E puissance moins t sur RC moins VAS. On supprime les deux VAS dans la deuxième partie. VC1 moins VAS est égal à moins, le moins on le garde, VAS moins VCO multiplié par l'exponentielle népérienne, E, puissance moins t sur RC. On a supprimé les deux VAS. On enlève le signe moins devant moins VAS moins VCO. VC1 moins VAS est égal à moins VAS, VAS moins, et moins point moins donne plus VCO. Donc moins VAS plus VCO multiplié par l'exponentielle népérienne E, et puissance moins t sur RC. On replace VCO en premier lieu pour mettre le signe moins en deuxième position. Moins VAS plus VCO est égal à VCO moins VAS. VC1 moins VAS est égal à VCO moins VAS multiplié par exponentielle népérienne E, puissance moins t sur RC. Si on place VCO moins VAS de l'autre côté de l'égalité, donc cette partie-là va passer au dénominateur et VC1 moins VAS devenir numérateur. VC1 moins VAS divisé par VCO moins VAS est égal à l'exponentielle népérienne E, puissance moins t sur RC. Donc moins t sur RC, le logarithme népérien de E, qui est égal à 2,718, 28, 18, 28, l'exponentielle népérienne. On peut dire que t divisé par, moins t divisé par RC est égal à le logarithme népérien de VC1 moins VAS divisé par VCO moins VAS.
Maintenant, il faut ressortir le temps de l'équation en enlevant son signe moins, en le multipliant les deux côtés par moins 1. Donc, là, je multiplie par moins 1, donc moins t sur RC devient t sur RC, et là, je multiplie par moins 1, donc c'est égal à moins un logarithme népérien de VC1 moins VAS divisé par VCO moins VAS. On utilise une propriété du logarithme. Moins log A est égal à log de 1 divisé par A. VCO moins VAS va se passer au numérateur de la fraction et VC1 moins VAS va passer au dénominateur de la fraction. Donc moins logarithme népérien de VC1 moins VAS divisé par VCO moins VAS est égal à logarithme népérien de VCO moins VAS divisé par VC1 moins VAS. On se retrouve avec l'équation T divisé par RC est égal à logarithme népérien de VCO moins VAS divisé par VC1 moins VAS. On enlève le RC au dénominateur dans la première partie à gauche et on le passe à droite. Donc T est égal à RC multiplié par logarithme népérien de VCO moins VAS divisé par VC1 moins VAS. Comme VAS est la plus grande valeur et pour éviter les signes négatifs au numérateur et dénominateur, on modifie T égale RC multiplié par logarithme népérien de VAS moins VCO divisé par VAS moins VCA. Et on retrouve donc l'équation. Faites le calcul avec logarithme népérien de VCO moins VAS divisé par VC1 moins VAS et logarithme népérien de VAS moins VCO divisé par VAS moins VC1. Vous trouverez la même chose, puisque les signes moins s'annuleront au numérateur et dénominateur de la fraction dans le premier calcul, logarithme népérien de VCO moins VAS divisé par VC1 moins VAS. L'alimentation arrivant du montage triple temporisateur est de 12 volts. Le 12 volts alimente l'alimentation du radar et l'alimentation du relais. La sortie 5 volts pour la logique combinatoire et séquentielle des CMOS est assurée par un 78L05 muni de ces deux condensateurs C1 et C2. 78L05 est la même chose qu'un 7805, mais son intensité de sortie est limitée à 100 mA. Bascule RS1. Bascule RS1 avec U4A et U4B. Le contact du radar fermé envoie un 1 5 volts sur l'entrée 6-7 de U4B. Cela provoque la mise à 1 de la bascule RS, la sortie 3 est à 1, 5 volts, la sortie 4 est à 0, 0 volts. Voilà la table de vérité de la bascule RS. L'entrée reset se trouve sur 1, l'entrée 7 se trouve sur 6. Si je mets reset à 0 et 7 à 1, c'est ce qui se passe. On a Q qui est égal à 1 et Q bar qui est égal à 0. Si je mets reset à 1 et 7 à 0, on a Q qui est égal à 0 et Q bar qui est égal à 1. On ne peut pas mettre l'entrée reset et l'entrée 7 en même temps à 1. Nous trouvons Q égale 0 et Q bar égale 0. J'ai mis un point d'exclamation parce que cette situation n'est pas tolérable. En revanche, comme nous avons des résistors de tirage bas, pull-down R1 et R2, nous pouvons avoir l'entrée reset à 0 et l'entrée 7 à 0. Lorsque ces deux entrées sont à 0, nous avons Q qui est égal à Qt-1, c'est-à-dire la mémorisation de la dernière action sur la bascule RS, où Q bar est égal à Q bar moins 1, mémorisation de la dernière action sur la bascule RS. Donc par exemple, si le reset et le 7 sont à 0 et que la bascule était mise à 1, nous avons donc Q qui est égal à 1 et Q bar égale 0. Et si la bascule était mise à 0, nous avons Q égale 0 et Q bar égale 1.
porte U2D, Q1 et LDR. La LDR se trouve ici. Q1 se trouve ici, c'est le transistor. Et la porte U2D. La sortie 3 de U4A est reliée à l'entrée 13 de U2D. CD 4093, porte NAND à deux entrées type trigger de Schmitt. L'entrée 12 est reliée au point 1, prenant le potentiel disponible sur la photorésistance LDR. LDR éclairé jour, la tension est de 1,3 V. L'entrée 12 est égale à 1 0 logique. LDR non éclairé nuit, la tension est de 4,5 V. L'entrée 12 est égale à 1 logique. Voilà la table de vérité de la porte NAND CD 4093. La combinaison de la porte U2D avec un transistor PNP BC560 donne un E logique sur R7. Si nous avons l'entrée E1 qui est égale à 0 et l'entrée E2 qui est égale à 0, nous avons la sortie S qui est égale à 1, Q1 est bloqué, UR7 sera égal à 0. Si nous avons l'entrée E1 qui est égale à 1, l'entrée E2 qui est égale à 0, S est égal à 1, Q1 est bloqué, UR7 égale 0. Si nous avons l'entrée E1 qui est égale à 0, l'entrée E2 qui est égale à 1 et la sortie qui est égale à 1, Q1 est bloqué, UR7 égale 0. Si nous avons E1 égale 1 et E2 égale 1, S égale 0, Q1 est saturé et UR7 égale 1. Pour résumer, lorsque la LDR n'est pas éclairée et que le radar ferme son contact, la sortie 11 de U2D est à l'état 0 logique. Cela sature le transistor Q1 via R6 et donne un potentiel de 5 volts 1 logique sur R7. Là, je calcule les courants Q1, IC de Q1 et IB de Q1. Lorsque la sortie 11 de U2D est à l'état bas, 0 logique, Q1 est saturé. Le courant bas émetteur IBQ1 est égal à A. IBQ1 est égal à VCC moins VBE divisé par R6. VCC moins VBE divisé par R6. Donc IBQ1 est égal à 5 volts moins 0,6 volts divisé par 470 multiplié par 10 puissance 3, 470 kΩ. C'est égal à 9,36 multiplié par 10 puissance moins 6, ou 9,36 microampères. Le courant collecteur ICQ1 est égal à ICQ1 VCC moins VSATQ1 divisé par R7. C'est égal à ICQ1 est égal à 5 moins 0,2 volts. J'ai considéré 0,2 volts comme tension de saturation sur le transistor entre l'émetteur et le collecteur, divisé par 33 multiplié par 10 puissance 3, 33 kΩ. C'est donc égal à 145 multiplié par 10 puissance moins 6 ampères ou 145 microampères. Nous avons donc un HFE utilisé de IC divisé par IB, qui est le gain du transistor. 145 multiplié par 10 puissance moins 6 divisé par 936 multiplié par 10 puissance moins 6, c'est égal à 145 divisé par 936 multiplié par 10 puissance moins 6 moins 6. Là nous avons donc 10 puissance moins 6 multiplié par 10 puissance 6, ça s'annule. Et c'est égal donc à 145 divisé par 936, c'est égal à 1549 de gain. Le HFE d'un transistor BC560 est de 125 maximum sur le répertoire mondial des transistors. Bascule RS2 et DEL D3. UR7 étant égal à 1, 5 volts, cette tension est appliquée sur l'entrée 13 de U3D. La bascule RS2 est mise à 1, la sortie 10 de U3C est au 1 logique, la sortie 11 est au 0 logique. La sortie 10 est reliée aux entrées 8 et 9 de U2C.
La sortie 10 de U2C est à 0 logique. L'allumage de D DEL rouge D3 peut se réaliser par R18, car nous avons une différence de potentiel entre 5 volts et la sortie 10 à 0 volts. Commande 5 volts pour triple temporisateur. La sortie 11 de U3D étant à 0 provoque la saturation de Q4 PNP BC560 via R21 et provoque un 1 logique sur R22 et C6. Ce 1 logique est transmis au triple temporisateur pendant 180 secondes. Lorsque la sortie 11 de U3D est à l'état bas 0 logique, Q4 est saturé. Le courant bas émetteur IBQ4 est égal à VCC moins VBE divisé par R21. Donc 5 volts moins 0,6 volts divisé par 47 divisé par 10 puissance 3. 47 kΩ. C'est donc égal à 93,6 multiplié par 10 puissance moins 6, 93,6 microampères. Le courant collecteur ICQ4 est égal à ICQ4 est égal à VCC moins VSAT Q4 divisé par R22. ICQ4 est égal à 5 moins 0,2 volts. 5 moins 0,2 volts divisé par 5,6 multiplié par 10 puissance 3. C'est donc égal à 857 multiplié par 10 puissance moins 6 ampères ou 857 microampères. Le HFE utilisé, 857 multiplié par 10 puissance moins 6, donc le courant IC sur le courant IB. 93,6 multiplié par 10 puissance moins 6. C'est donc égal à 857 divisé par 93,6 multiplié par 10 puissance 6 moins 6. C'est donc égal à 857 divisé par 93,6, ça fait 9,15. Le HFE d'un transistor BC560 est 225 max sur le répertoire mondial des transistors. Commande et fréquence de l'oscillateur. La sortie 4 de U4B étant à 0, puisque la bascule RS1 est mise à 1, provoque la mise à 0 de la résistance de pull-down R3. Donc l'entrée 12 du CD 4060 est au 0 logique. L'oscillateur C4, C5, R4 et R5 avec les portes 9, 10 et 11 peut osciller. L'oscillateur a une fréquence de 22 millisecondes. La résistance R5 ne rentre pas dans le calcul de l'oscillateur. Elle est égale à 10 fois la valeur de R4 et assure la stabilisation de l'oscillateur. Calcul du temps de l'oscillateur période. T égale 2,2 multiplié par R4 multiplié par C5. T égale 2,2 multiplié par 100 multiplié par 10 puissance 3 pour la valeur de R4, 100 kΩ. Et C5, 100 multiplié par 10 puissance moins 9 pour 100 nanofarad. T est donc égal à 2,2 multiplié par 100 multiplié par 100 multiplié par 10 puissance moins 9 plus 3. T est donc égal à 2,2 multiplié par 100 multiplié par 100 multiplié par 10 puissance moins 6. T est donc égal à 2,2 multiplié par 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance 2 multiplié par 10 puissance moins 6. T est donc égal à 2,2 multiplié par 10 puissance 4 multiplié par 10 puissance moins 6. T est donc égal à 2,2 multiplié par 10 puissance 4 plus moins 6. Et donc T égale 2,2 multiplié par 10 puissance moins 2. C'est donc égal à 0,022 secondes ou 22 millisecondes. T étant la période, la fréquence étant 1 divisé par T, est donc de 45,55 Hz. Il y a des erreurs sur les modules ISIS du CD 4060. Les sorties vont de Q4 à Q14 et non de Q3 à Q13. J'ai donc barré les sorties qui n'étaient pas correspondantes. J'explique pour chaque sortie le temps de l'état bas et de l'état haut, le temps total et le temps de l'état bas et l'état haut.
la sortie 4 à la sortie 14. Il faut savoir que sur le CD4060, la sortie 11 n'existe pas. Là, j'ai remis un tableau. Voici la correspondance des bonnes sorties en fonction des broches du circuit intégré CD4060. Donc pin 7 S4, pin 5 S5, pin 4 S6, pin 6 S7, pin 14 S8, pin 13 S9, pin 15 S10, pin 1 S12, pin 2 S13 et pin 3 S14. Le CD4060, c'est un compteur à 14 étages, série de bascules maître esclave flip-flop montées l'une à la suite de l'autre, formant une configuration en cascade. Et cette série de bascules maître esclave se trouve en aval d'un oscillateur. L'oscillateur est donné pour un T, donc la période qui est égale à 2,2 Rc, un condensateur CT qui doit être supérieur à 100 pF, une résistance RT qui doit être supérieure à 1 kΩ et une résistance RS qui doit être supérieure ou égale à 10 RT. Donc nous sommes dans les critères. C5 qui correspond à CT est de 100 nanofarad, c'est supérieur à 100 pF. RT est égal à 100 kilo, est égal à R4 est égal à 100 kΩ, c'est supérieur à 1 kΩ. Et RS qui doit être supérieur ou égal à 10 RT, dans notre cas R5 est égal à 10 fois R4, puisque nous avons 1 mégohm est égal à 10 fois 100 kΩ. Le dessin indique le fonctionnement d'utilisation des entrées 9, 10 et 11, qui forment le multivibrateur à circuit RC. 9, 10 et 11. Ce dispositif repose sur le principe de la charge et décharge d'une capacité à travers une résistance, en se servant de deux portes inverseuses trigger. Alors là, nous avons un chronogramme approfondi qui montre l'allure des potentiels au niveau des différents points des entrées et sorties 9, 10 et 11. On remarquera que le mode de sollicitation de la capacité C implique que cette dernière ne soit pas de type polarisé. On peut calculer la période T des oscillations obtenues. Pendant une demi-période, le potentiel de tension varie de 3 U2 à U2. U2 étant la valeur de basculement de l'inverseur à l'entrée Φ1. Il y a des charges de CT dans RT suivant la loi exponentielle. En tenant compte que U est égal à UO, donc U d'origine, multiplié par l'exponentielle népérienne E, puissance moins T sur RC. On peut écrire l'égalité U2 est égal à 3U divisé par 2, multiplié par l'exponentielle népérienne de moins T sur RC. Soit l'exponentielle népérienne de moins T sur RC égale à 3. De là, on peut chercher le logarithme népérien, ce qui donne T RC, donc la puissance de l'exponentielle népérienne, c'est égal à logarithme népérien de 3. Soit T1 égale 1,0986 multiplié par RC. Si on arrondit T1, c'est à peu près égal à 1,1 multiplié par RC. De même, lorsque le potentiel varie de moins U2 à U2, moins U2 à U2, on obtient une durée T2 de même valeur. En conséquence, T est donc égal à T1 plus T2. C'est égal à 2,2 multiplié par RC. J'ai mis les différents signaux qui se trouvent sur Q0, sur Φ0, sur Φ bar 0 et sur Φ1.
Bien sûr, cet oscillateur ne peut fonctionner que s'il y a un reset, c'est-à-dire que si l'entrée 12 est à 0, et là j'ai mis la sortie Q4, il va avoir 8T à l'état bas et 8T à l'état haut, donc ça fait 16T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est la première bascule maîtrise clap flip-flop montée derrière l'oscillateur Q4. Calcul de IC, IB et HFE de Q3. La sortie 4, pin 7 de U5, CD4060 donne un clignotement de LED bleu DEL 2 via R11, Q3 et R12, afin de mentionner le comptage du compteur tous les 352 millisecondes. Calcul de IBQ3, ICQ3 et HFEQ3. Alors, lorsque la sortie 4 pin 7 est à l'état haut, Q3 est saturé. Le courant base émetteur IB est égal à IB est égal à V pin 7 moins VBE divisé par R11. IB est égal à 5 volts moins 0,6 volts divisé par 82 multiplié par 10 puissance 3, qui est la résistance R11. C'est donc égal à 53,7 multiplié par 10 puissance moins 6, ou 53,7 microampères. V del de bleu est égal à 2 volts 6, mesuré au multimètre. V SAT Q3 est égal à 0 volts 2. Le courant collecteur IC est égal à IC est égal à VCC moins V SAT Q3, VCC 12 volts, moins V SAT Q3 lorsque le transistor est saturé, moins VDEL2 divisé par R12. Donc IC est égal à 12 volts moins 0,2 volts moins 2 volts 6 divisé par 5,6 multiplié par 10 puissance 3, 5,6K. C'est donc égal à 1,642 multiplié par 10 puissance moins 3 ampères, ou encore 1,642 milliampères. Le HFE utilisé, donc c'est le ratio entre le courant de collecteur et le courant de base de Q3, c'est égal à 1,842 multiplié par 10 puissance moins 3, divisé par 53,7 multiplié par 10 puissance moins 6. 1,842 divisé par 53,7 divisé par 10 puissance moins 3 moins 6. 1,842 divisé par 53,7 divisé par 10 puissance moins 3 plus 6. 1,842 divisé par 53,7 multiplié par 10 puissance 3, c'est donc égal à 30,57. Le HFE d'un transistor PN2222 est de 100 max sur le répertoire mondial des transistors. Commande de la bascule RS3, Q3A et Q3B. La sortie 10, pin 15 de U5 CD4060 envoie une impulsion positive sur C7 pour placer la bascule RS3, U3A et U3B en mise à 1. Mise à 1, ça fera Q égale 1, Q bar égale 0. Q pin 3 égale 1, 5 volts. Q pin 4 égale 0, 0 volts. Au départ, C7 n'a pas de tension UC7. Il est déchargé. Lorsqu'il reçoit un niveau 1 qui est égal à 5 volts de la sortie 10 pin 15, il se comporte comme un court-circuit. Il transmet ce 5 volts à l'entrée 6 de U3B et sur R7. Puis C7 va se charger avec R17. De ce fait, la tension sur R17 va baisser quand la tension R17 sera-t-elle considérée comme niveau logique 0. La tension sur R17 sera considérée à 0 lorsqu'il restera 50% de la tension VAS, V asymptote, en considérant VAS égale 5 volts. VR17 est égal à VAS multiplié par 50 divisé par 100. C'est égal à 5 multiplié par 50 divisé par 100 est égal à 2 volts 5. Il nous faut trois valeurs. La valeur VCO lorsque le condensateur est complètement déchargé à l'instant T0. La valeur VC1 qui sera égale à la valeur VAS moins VR17, 5 moins 2 volts 5. C'est égal à 2 volts 5 à l'instant T1, entrée 6 de U3
porte non trigger 0,5 de VDD. Au seuil de basculement, pas d'hystérésie, seuil stable à 110% de VDD, seuil haut, et 30% de VDD, seuil bas. La valeur VSAT qui sera égale empiriquement à 5 volts. Si on veut calculer la valeur en pourcentage de la charge sur CCS lorsqu'elle atteint 2,5 volts, valeur de référence égale 5 volts, valeur en pourcent égale 2 volts 5. On a l'équation valeur en pourcent est égale à valeur de référence multipliée par pourcentage divisé par 100. Produit en croix, valeur en pourcent multiplié par 100 est égal à valeur de référence multipliée par pourcentage. Donc, le pourcentage est égal à la valeur en pourcent multiplié par 100 divisé par la valeur de référence. C'est égal à 2,5 multiplié par 100 divisé par 5, c'est égal à 50%. Maintenant, on reprend l'équation vue diapositive 4 qui a été détaillée avec les valeurs de R17 et C7 et une porte non trigger, donc 50% de VCC pour le basculement. T est égal à R17 multiplié par C7 multiplié par logarithme népérien de VAS moins VCO divisé par VAS moins VC1 avec ln logarithme népérien. T est égal à 47, T est égal à 47 multiplié par 10 puissance 3 multiplié par 220 multiplié par 10 puissance moins 9 multiplié par logarithme népérien de 5 moins 0 divisé par 5 moins 2,5. T est égal à 47 multiplié par 220 multiplié par 10 puissance moins 6 multiplié par logarithme népérien de 5 divisé par 2,5. T est égal à 4,47 multiplié par 220 multiplié par 10,6 multiplié par logarithme népérien de 5 divisé par 2,5. T est égal à 10 340 multiplié par 10 puissance moins 6 multiplié par 0,916. T est égal à 0,0947 secondes ou 9,47 millisecondes. Si on calcule la tension 63% de charge, soit 1 T, 5 multiplié par 63 divisé par 100, on est à 3,15 V. L'impulsion ne sera plus utile au bout de 9,47 millisecondes puisque la tension sur C7 sera de 2,5 V. 50% de VAS et la tension sur A17 sera de 50%, soit 2,5 V. Seuil du basculement de l'état 1 à l'état 0 de l'entrée de la porte 6 de U3B, porte non trigger. Si on regarde le tableau indiquant les T de charge en pourcentage, nous sommes en dessous de 1 T pour 50% de charge, puisque 1 T correspond à 63%. 2 T on est à 86, 3 T 95, 4 T 98 et 5 T 99. La bascule monostable U4C, U4D. La bascule RS U3A, U3B en configuration mise à 1, 5 volts présente un état haut 5 volts sur sa sortie Q3. Elle sert de mémorisation pour n'avoir qu'une seule sollicitation du relais alarme. Les entrées d'impulsion générées par la sortie PIN 15 du CD4860 toutes les 22,5 secondes n'ont plus aucune incidence sur la bascule RS U3A, U3B. Intéressons-nous maintenant au fonctionnement de la bascule monostable U4C, U4D, R8, C3 et R9. U4C, U4D, R8, C3, R9. Au repos, VE est égal à 0 volts, et VS est égal à 0. Hypothèse du circuit au repos. Donc VC est égal à 1. C3 est déchargé et ne se charge pas. Nous avons un 1 ici et un 1 ici. Nous avons 5 volts ici, nous avons 5 volts ici, C3 ne peut pas se charger. VRC est égal à 1 par la résistance de tirage O, R8, pull up, et on vérifie que VS égale 0. Au front montant de VE de 0 à 5 volts, VC passe à 0 volts et VRC est égal à 0, car le condensateur se comporte quelques instants en court-circuit. VS passe à 1 et envoie le 1 sur l'entrée 9. VS passe à 1 et envoie le 1 sur l'entrée 9 de la porte U4C. Et de ce fait, maintient VC à 0 même si le front montant sur VE disparaît. Rappel de la logique d'une porte nord dans notre cas avec tension VE, VS et VC. Entrée 8 VE, entrée 9 VS, entrée 10 VC, sortie 10 VC. Entrée 8 0, entrée 9 0, sortie 10 1.
entrée 8, 0, entrée 9, 1, sortie 10, 0. Entrée 8, 1, entrée 9, 0, sortie 10, 0. Entrée 8, 1, entrée 9, 1, sortie 10, 0. Nous sommes dans le cadre de la deuxième ligne ou la quatrième ligne du tableau où l'entrée 9 est égale à 1. Et l'entrée 8 peut être égale à 0 ou 1. Si le front montant est très bref, on a bien dans les deux cas la sortie VC égale 0. Même si l'impulsion de commande VE repasse à 0, et aussi si un second front arrive avant la fin du cycle sur VE, monostable non redéclenchable, VR ne change pas de potentiel et permet la charge du condensateur C3 à travers R8 de manière exponentielle. Au moment où VRC atteint le seuil de basculement des entrées 12 et 13, VS rebascule à 0 et VC rebascule à 1 car les entrées 8 et 9 sont à 0. Le calcul du temps du monostable est T égale RC multiplié par C3 multiplié par logarithme impérial de VCC divisé par V seuil, avec V seuil égale 2,5 V, porte non trigger. Logarithme népérien de VCC divisé par V seuil, c'est égal à logarithme népérien de 5 divisé par 2,5, c'est égal à 0,693. T est égal à 2,2 multiplié par 10 puissance 6. Donc 2,2 multiplié par 10 puissance 6, ça correspond à la résistance de 2,2 mégohm. Multiplié par 1 multiplié par 10 puissance moins 6, ça correspond au condensateur de 1 microfarad. Et multiplié par 0,693. Donc T est égal à 2,2 multiplié par 1, multiplié par 0,693, et on a donc un monostable qui fait une longueur de, un temps de 1,254 secondes. La résistance R9 sert juste à protéger les entrées 12 et 13 si la capacité C3 est polarisée électrochimique ou tantale. Donc là nous avons le cas de C3 qui est polarisé puisque c'est un électrochimique. C'est pour ça que j'ai mis une résistance R9, pour protéger les portes d'entrée 12 et 13. Pour garantir la pulsion de sortie, le montage ne peut redémarrer que lorsque C3 a retrouvé ses conditions initiales de repos. Commande du relais. La bascule monostable envoie un signal 1, 5 volts de 1,254 secondes sur le montage relais, constitué de R10, Q2, relais RLR4 et la diode D1. La diode DL3 signale ce fonctionnement par son allumage à travers la résistance R13. Calcul du courant de collecteur. La bobine du relais RL4 a une résistance ohmique de 270 ohms et est alimentée en 12 volts, VCC. Le courant I-relais est égal à 12 divisé par 270, 44 mA. Elle vient s'ajouter le courant pour alimenter la diode LED DL3. UDL3 est égal à 1 volt 8 LED jaune. IDL3 est égal à VCC moins UDL3 divisé par R13. VCC moins L3 divisé par R13. 12 moins 1,8 divisé par 5,6 divisé par 10 puissance 3, 5 kΩ 6, c'est égal à 1,82 mA. Le courant total collecteur ICQ2 est de 44 mA plus 1,82 mA est égal à 45,82 mA. Le courant de base IB de Q2 est égal à US de U4 D moins VBE de Q2 divisé par R10. US de U4D qui est égal à 5 volts durant 1,254 secondes. IB de Q2 est égal à 5, moins 5 volts moins 0,6 volts divisé par 8,2 multiplié par 10 puissance 3, 0,2 K, c'est égal à 536 multiplié par 10 puissance moins 6 ampères, soit 536 microampères. J'ai remplacé la résistance R10 de 22 K par une 8,2 K. Cela nous donne un gaz statique HFE de ICQ2 divisé par IBQ2 de 45,82 multiplié par 10 puissance moins 3, donc le courant de collecteur divisé par le courant de base. 536 multiplié par 10 puissance moins 6, c'est égal à 0,0845, c'est égal à 0,08548 multiplié par 10 puissance moins 3, moins 6, est donc égal à 0,08548 multiplié par 10 puissance 3, c'est égal à 85. Le PN
22, 22, 22, 2N, 22, 22 est donné pour un HFE max de 100. Important, la bobine représente une inductance importante lors de la montée et de la descente de l'intensité. Lorsque le courant bobine est brutalement coupé, il se produit au bord de celle-ci une très brève tension inverse, appelée contre-réaction selfique. Ce phénomène est dangereux pour le transistor qui alimente le relais. Au blocage du transistor Q2, lorsque le IC2 redevient nul, apparaît sur le collecteur une brève tension positive qui s'ajoute à la tension d'alimentation. Il y a risque de claquage du transistor. Aussi, on monte toujours une diode qui court-circuite cette impulsion. Cette diode est toujours orientée en sens inverse de la tension d'alimentation. Et cette diode se trouve ici, D1, 1N, 41, 41, 48. Élément retardateur D2, R14, R15, C4 avec les portes U2A et U2B. Calcul charge C4. D2, R14, C4, R15. Et les portes U2A et U2B. Trigger de Schmitt. Lorsque la sortie 14 pin 3 passe à l'état logique O1, 5 volts, cette transition est prise en compte par l'élément retardateur D2, R14, R15 et C4. D2, R14, R15, C4. Qui va créer un retard dans les races des bascules RS et un léger maintien à 1 en sortie 4 de U2B, malgré la remise à 0 du CD4060. Donc la remise à 0 du CD4060 entraîne toutes les sorties S4 et S14 à 0 volts. La condition de départ de ce retardateur, D2 reçoit 5 volts. Seule la résistance R14 a une chute de tension de 4 volts 4 car C4 est déchargé, donc UR15 égale 0. La chute de tension UR15 sera réalisée au commencement de la charge de C4, jusqu'à la limite du diviseur de tension formé par D2, R14, R15. Explication détaillée sur l'image suivante. U2.A et U2.B, les deux portes trigger de Schmitt réalisent un et logique. L'entrée 1 de U2A est reliée au VCC 5 volts, afin de forcer cette entrée à 1 logique. En sortie 6 de U2B, nous aurons le retard de 0,516 secondes pour effectuer la remise à 0 des bascules RS, via les diodes correspondantes D4, D9, D15. Entrons dans les calculs. Lorsque D2 reçoit les 5 volts, VS14 et C4 chargés, D2, R14, R15 forment un diviseur de tension. Le courant IT traversant ce diviseur de tension, IT est égal à VS14 moins VD2, donc la tension de la diode, divisé par R14 plus R15. IT est égal à 5 moins 0,6, moins 0,6 c'est la chute de tension de la diode D2, divisé par 82 multiplié par 10 puissance 3, qui sont les 82 kΩ de R14, plus 1 multiplié par 10 puissance moins 6, qui sont les 1 mégohm de R15. IT est donc égal à 4,4, puisque 5 moins 0,6 ça fait 4,4, divisé par 1,083 multiplié par 10 puissance 6. IT est donc égal à 4 multiplié par 10 puissance moins 6, c'est égal à 4,063 microampères. UR14 est donc égal à IT multiplié par R14, c'est égal à 4,063 multiplié par 10 puissance moins 6, multiplié par 82 multiplié par 10 puissance 3, qui est la résistance R14, c'est donc égal à 333 multiplié par 10 puissance moins 3 volts, c'est donc égal à 0,333 volts. Tension sur R14, 0,333 volts. UR15, c'est donc égal à IT multiplié par R15, c'est égal à 4,063 multiplié par 10 puissance moins 6, multiplié par 1 multiplié par 10 puissance 6, c'est donc égal à 4,063 volts. La tension appliquée sur C4 sera celle appliquée sur R15. On peut dire que UR15 sera VAS, V asymptote pour le calcul de charge. De plus, l'entrée 2 de U2 A est une porte trigger, donc le VT plus seuil montant sera de 60% de VCC, 5 volts, donc 3 volts, tout en tenant compte que nous avons une charge max de C4 de 4,063 volts, V asymptote. Pour la charge, on tient compte de cette tension V asymptote qui est égale à 4,063 volts. Suite à l'équation de diapositive 4,
T est égal à R14 multiplié par C4. R14 multiplié par C4. Multiplié par logarithme népérien de VAS moins VCO, divisé par VAS moins VC1. Mais le VAS sera de 4,063 volts et non de 5 volts. Donc T égale 82 multiplié par 10 puissance 3, valeur de R14, multiplié par 4,7 multiplié par 10 puissance moins 6. C'est la valeur du condensateur, qui est de 4,7 microfarad. Multiplié par logarithme népérien de 4,063 VAS moins 0 VCO, puisque au départ le condensateur est à vide, divisé par 4,063 moins 3. Moins 3, pourquoi? Parce que nous sommes en présence d'une porte trigger, donc c'est 60% de la tension. T est égal à 82 multiplié par 4,7 multiplié par 10 puissance moins 3 multiplié par logarithme népérien de 4,063 divisé par 1,063. T égale 385,4 multiplié par 10 puissance moins 3 multiplié par logarithme népérien de 3,8222. C'est donc égal à 385,4 multiplié par 10 puissance moins 3 multiplié par 1,340. Et donc T est égal à 0,516 secondes. La tension sur C4 atteindra 60% de VS14 au bout de 0,516 secondes ou 516 millisecondes. Calcul de décharge de C4 à travers R15. Lorsque la sortie 14 pin 3 repasse à l'état logique bas 0, donc 0 volts, C4 va se décharger dans R15. Il ne peut pas se décharger dans R14 car la diode D2 empêche le déplacement du courant dans ce sens. La décharge va donc être juste liée à C4 et R15. Et la tension sur C4 est de 3 volts. La commande des bascules RS est instantanée par les portes U2A et U2B. Temps de propagation des portes 200 nanosecondes. Le condensateur s'est chargé à 60% de UR15, soit 3 volts. Le CD 4060 est remis à 0, la sortie 14 pin 3 est à 0. Plus aucun courant n'arrive sur D2 et R14. Le condensateur va maintenant se décharger via R15. Et passer de 3 volts à 0 volts avec palier à 2 volts pour que la porte 2 de U2A la considère comme un niveau 0 et que le E formé par U2A et U2B soit en sortie 4 à 0. U2A, U2B, la sortie 4 ici est à 0. Pour que l'entrée de U2A puisse considérer un état bas, il faut que la tension soit de 40% de VCC, soit 2 volts, porte trigger. Pour la décharge, on tient compte de cette tension. VAS égale 3 volts égale UC4. Les calculs seront différents. On a une décharge RC classique, un condensateur C4 qui a une valeur de 4,7 microfarad chargé à 3 volts et qui se décharge d'une résistance R15 qui est égale à 1 mégohm. La tension décroît exponentiellement. Selon VT est égal à V0 multiplié par l'exponentielle népérienne à la puissance moins T sur RC, ou VO, tension initiale qui est égale à 3 volts. R est égal à 1 mégohm, donc 1 multiplié par 10 puissance 6 ohms, et C est égal à 4,7 microfarad, 4,7 multiplié par 10 puissance 6 farad. Constante de temps. On calcule d'abord taux, qui est égal à RC. Taux s'appelle aussi θ. Taux est égal à 1 multiplié par 10 puissance 6, multiplié par 4,7 multiplié par 10 puissance moins 6. Le taux est égal à 4,7 secondes. La constante de temps taux vaut donc 4,7 secondes. C'est le temps caractéristique de la décharge. Temps pour passer de 3 volts VO à 2 volts, front descendant de U2A. On applique la formule 2 égale 3 multiplié par l'exponent népériel E à la puissance moins T divisé par 4,7. On divise par 3 pour enlever le 3 de cet côté de l'égalité. Donc 2 divisé par 3 est égal à l'exponentielle népérienne
puissance moins t divisé par 4,7. On applique le logarithme népérien. Le logarithme népérien de 2 tiers est égal à moins t divisé par 4,7. On réalise un produit en croix. Le t, on le passe de l'autre côté de l'égalité. Et le logarithme népérien, on le passe de l'autre côté de l'égalité. T est donc égal à moins 4,7 multiplié par le logarithme népérien de 2 tiers. Avec le logarithme népérien qui est égal à moins 0,405. T est donc égal à moins 4,7 multiplié par 0,0405. T est à peu près égal à 1,9 secondes. Temps pour atteindre 0 volts. En pratique, on considère le temps et la tension VO restante. Un T égale 4,7 secondes, il reste 37% de la tension. 2 taux égale 9,4 secondes, il reste 13% de la tension. 3T égale 14,1 secondes, il reste 5%. 4 taux égale 18,8 secondes, 1,8%, et 5 taux égale 23,5 secondes, 0,7%. Après 5 constantes de temps, V est égal à 3 multiplié par 0,7 divisé par 100. V est égal à 0,021 volts. Donc après 23,5 secondes, la tension est à peu près égale à 21 millivolts. On considère donc le condensateur C4 déchargé. Un petit schéma. Sortie 3 de U5 CD 4060. Elle passe sur un front montant. Elle charge D2, R14, R15 et surtout C4. Donc elle charge C4 via D2, R14 et R15. À partir du moment où C4 a atteint les 3 volts, il y a ce circuit qui envoie une impulsion et qui remet la bascule RS en amont et le CD 4060 à 0. Ce temps de charge, il est de 0,516 secondes. Là, nous avons le temps de décharge de 1,9 secondes qu'on a calculé lorsque le condensateur passe de 3 volts à 2 volts. Donc là, j'ai mentionné 0,516 secondes charge du condensateur C4 à travers D2, R14 et R15 jusqu'au basculement de l'entrée 2 de U2A à l'état O, logique. Trigger 60% front montant. 1,9 secondes, décharge du condensateur C4 à travers R15 jusqu'au basculement de l'entrée 2 de U2A à l'état bas logique. Trigger front descendant 40%. Commande reset des bascules RS et réinitialisation du montage. La commande reset des 3 bascules RS se réalise par D4, D9 et D15 et D5. Elle initialise l'ensemble du montage pour une nouvelle sollicitation du contact radar et lancement de la minuterie de 180 secondes. Fin de la partie théorique de ce montage.